Richard Strul, le fondateur de Rezoneo, est avec nous en plateau pour commenter donc le scandale Cambridge Analytica qui a touché Facebook. Bonjour Richard Strul. Bonjour Nicolas. Alors donc Rezoneo, on le rappelle, est une société de conseil en stratégie et en marketing e-business, c'est bien cela? Absolument. Et alors on va discuter avec vous du scandale donc, qui a touché Facebook. Scandale, donc on le rappelle, des données ont été, en tout cas infiltrées de Facebook, on ne sait pas vraiment si c'est un piratage ou si ça a été un partage, vers une société qui s'appelle Cambridge Analytica, et on soupçonne très fortement cette société d'avoir influencé l'élection de Donald Trump aux États-Unis. C'est bien ça? Absolument. Alors, pas seulement les élections de Donald Trump aux États-Unis, puisqu'apparemment ils ont influé sur le Brexit. Et en gros, c'est une boîte de barbouze de la data, très clairement. Et ils se sont fait piéger par une vidéo Channel 4 qui était assez intéressante, où ils déclarent clairement qu'en dehors de ce qu'ils font, il y a aussi la solution d'envoyer des prostituées à un candidat président de la République, de filmer, de diffuser la vidéo, mais qu'eux, ils font pas ça parce que ça, c'est pas suffisamment subtil. C'est ce qui est dit en substance dans la vidéo de Channel 4. Très clairement, ce qui s'est passé, c'est qu'un des chercheurs de Cambridge Analytica, Kogan, a mis en ligne sur Facebook une application externe, puisque Facebook héberge des applications tierces, et que l'application en question a siphonné, c'était un test de personnalité, hein, quel genre d'acheteuse êtes-vous, etc. On clique sur le compte Facebook, on trouve cette application-là, on remplit le questionnaire, et en fait, ils ont siphonné les données, alors théoriquement, parce que les chiffres restent quand même assez fuligineux, de 270 000 personnes, avec tous les likes, les shares, tout ce qu'on appelle les engagements des internautes en question, et puis ceux des amis des internautes en question. Alors au final, on a d'abord entendu 30 millions, puis 50, puis 87 millions de profils. Enfin, piraté, je dirais partagé, du coup, en tout cas. Absolument. Je dirais qu'à la limite, on s'en fout. 87 millions, c'est quand même presque une fois et demie la population française. Il faut être juste conscient de ça. La question, c'est comment on en est arrivé là. Donc, est-ce que c'est un piratage? En fait, il n'y avait rien qui interdisait expressément à l'application externe de récupérer la data tombée du camion comme ça. Pourquoi pas? Je crois que le fond du problème, c'est ça. Il n'y avait pas de règle claire là-dessus. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg s'est excusé longuement, mais enfin, il s'est excusé surtout parce qu'il a perdu 30 milliards de valo en quelques heures. Facebook, effectivement, et voilà. Faire quelque chose. Qu'il fallait faire quelque chose, mais il faut se souvenir que Zuckerberg avait déclaré il y a 2-3 ans que pour lui, la vie privée, c'était une donnée obsolète d'un autre temps. Donc je ne crois pas qu'il ait changé fondamentalement en 2 ans. Ce qui est certain, c'est que Facebook avait déjà, en réalité, avait franchi la ligne rouge plus d'une trentaine de fois depuis sa création en 2004. Je crois qu'en 2009, ils avaient dit on ne peut plus effacer les données qu'on a mis à l'intérieur. Quand ils ont racheté WhatsApp, ce qui devait être il y a 2 ans à peu près, ils ont racheté WhatsApp, ils ont récupéré toutes les données de WhatsApp pour l'usage de la maison mère, mais sans demander l'aval des internautes. À chaque fois, Zuckerberg, il a reculé et il a dit qu'il s'excusait. C'est ça, c'est qu'on se souvient effectivement quand il a été entendu par les sénateurs donc il y a quelques jours, beaucoup de voix se sont élevées en disant Zuckerberg va s'excuser une fois de plus, mais finalement en fait est-ce que ça va changer grand chose derrière? Et en fait on a l'impression que pas vraiment. En fait, tant que les internautes sont toujours là et tant qu'il y a toujours des gens qui sont sur Facebook et tant même que les investisseurs suivent, finalement on va rester dans une même stratégie d'exploitation de la data, que ce soit en fait parfois pour des tiers qui en font un peu ce qu'ils veulent, parce que finalement c'est pas Facebook qui est directement mis en cause là aujourd'hui. Facebook, on peut reprocher à Facebook de ne rien avoir fait pour qu'on puisse pas utiliser la data, mais fondamentalement les méchants de l'histoire pour l'instant, c'est surtout Cambridge Analytica, et c'est Chris Willey, un ex de Cambridge Analytica, qui a fait le lanceur d'alerte là-dessus et qui a clairement dit voilà, on est face à une boîte qui fait ça. Je crois qu'ils ont influé sur plus de 200 élections depuis leur création, donc on n'est pas sur c'est pas des débutants. C'est ça. Ce truc-là. Donc, en fait, sur le profil de cette entreprise, en fait, c'est pas des gens qui se sont retrouvés avec de la donnée dont ils savaient pas quoi faire et on s'est dit tiens maintenant qu'est-ce qu'on pourrait en faire? C'est qu'ils sont allés sciemment la chercher dans le but d'influer une élection, puisqu'ils le font régulièrement. Absolument. Mais pour répondre à votre question, je crois que le fond du problème, c'est que l'usage de la data maintenant il est inéluctable, et le fond du problème surtout, c'est que, alors c'est schématiquement, c'est les GAFA. Il y a eu une allocution de Sébastien Missoff, qui est le patron de Google, la dernière fois, où il disait m'appelez plus GAFA, c'est passé dans la presse quelque part, m'appelez pas GAFA, je veux pas être associé à ces gens-là. La réalité, c'est qu'il y a quand même 90% de la data qu'on distribue qui est chopée par Google, Facebook, Amazon, Apple. Alors même si Apple s'est donné un profil de communication
publication de premier de la classe en disant vous serez plus géolocalisé sans votre avis, on va supprimer les cookies. Ils ont collé un boxon noir dans le marché de la publicité en disant on supprimera les cookies au bout de 24 heures, etc., etc. Donc plus de retargeting, plus de reciblage. Parce que tout ce qui se passe, que ce soit du retargeting, du reciblage ou même en fait de récupérer des données, c'est basé sur la technologie des cookies du coup. C'est les cookies qui sont installés dans votre ordinateur qui permettent de récupérer vos données. C'est essentiellement les cookies, mais plus que, parce que en réalité il y a plein d'infos qui viennent pas des cookies. La géolocalisation elle vient du téléphone, pas des cookies. Et puis le fond de l'histoire, et c'est ce qui fait que les GAFA sont des très gros absorbeurs de données, pourvoyeurs de données, c'est que vous vous loguez. Quand vous êtes dans l'univers de Google, dans Gmail vous êtes logué, dans YouTube vous êtes logué, en fait on se logue, et dans Facebook vous êtes logué. On est dans des univers clos qui sont capables, ce que ne peuvent pas faire les autres, de retrouver la marque de votre présence, quel que soit l'outil avec lequel vous naviguez. Eux, ils sont capables de dire que le PC qui s'est connecté ce matin et le téléphone qui s'est connecté dans le centre commercial cet après-midi, c'est vous. Parce que comme dans les deux cas, vous étiez logué, ils sont capables de restituer le fait que vous êtes la même personne. Alors que quand vous naviguez un coup sur Le Monde, un coup sur Le Figaro, un coup ici, un coup là, vous n'avez pas cette capacité-là parce que vous n'êtes pas logué à chaque fois. C'est le fait d'être logué, soit au travers de cookies, soit au travers d'autres outils qui permettent de retrouver l'existence de quelqu'un et de confirmer que c'est la même personne. Si je comprends bien ce que vous me dites, en fait aujourd'hui on parle de Facebook, mais en fait ça aurait pu être Gmail, ça aurait pu être Amazon ou ça aurait pu être n'importe quel GAFA aujourd'hui qui possède autant de données sur nous et qui aurait pu se faire siphonner de la même manière. Absolument. Alors, je crois que les deux garde-fous qu'on peut avoir contre ça, il y a une législation qui va sortir le 18 mai là, contre lequel tout le monde est en train de se mettre en ordre de marche, et c'est intéressant que je dise contre, pour laquelle les gens se mettent en ordre de marche, qui est GDPR, la régulation sur les données personnelles. Alors à voir si elle va être facilement mise en place, parce que c'est quand même un imbroglio considérable. Mais en gros, le postulat, c'est que vous n'êtes jamais hors de responsabilité sur ces trucs-là. Donc ça va aider, mais il y a surtout un truc qui va aider, c'est l'usage en fait. Le problème, c'est qu'il y a un livre... Juste avant sur le règlement RGPD, effectivement, donc les entreprises auront maintenant une part de responsabilité dans l'usage, mais qu'est-ce que ça va changer pour un grand acteur américain de toute façon qui débarque sur le marché européen et qui n'est même pas forcément soumis à une loi européenne? Alors, il sera soumis à une loi européenne quand il agira localement, mais surtout, ce que ça va changer, c'est que ça va compliquer les choses. Il y a plusieurs centaines d'ingénieurs chez Google, par exemple, enfin d'ingénieurs et de juristes qui travaillent sur GDPR, parce qu'on ne pourra pas se désolidariser. En revanche, ce que je suppute, c'est que comme on ne pourra pas se désolidariser de son client ni de son fournisseur, quand vous vous trouverez coincé entre un client qui est un gros groupe du CAC 40 d'un côté, et puis Google ou Facebook, ou Criteo ou Amazon de l'autre côté, ça va être beaucoup plus compliqué parce que tout le monde ira de son juriste, mais quand on est une PME de 10 personnes, c'est plus compliqué de se défendre juridiquement, et il est bien évident que les gros groupes n'auront de cesse que de se défausser dans ces cas-là sur le plus petit. Donc en fait, si je comprends bien, c'est que ça peut changer, mais ça va surtout rallonger des délais en fait de procès ou autre quand il y aura des problèmes finalement. Au début, en tout cas, tant qu'il n'y aura pas de jurisprudence, il n'y aura pas tout ça, je pense que ça va compliquer considérablement la donne. Après, on y verra plus clair. La base des choses, c'est qu'avant, quand on détenait un fichier, on était obligé de le déclarer à la CNIL. Aujourd'hui, on ne déclare plus rien, mais quand la CNIL viendra, il faudra lui montrer qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour sécuriser les données en question. Et les enjeux sont importants puisque les amendes qui vont derrière, c'est, je crois, 4% du chiffre d'affaires ou 10 millions d'euros. Donc quand vous êtes une PME, ça peut faire mal. Et du coup, alors là, il y a une question qu'on se pose, c'est alors certes des données Facebook ont été piratées. On le rappelle, Facebook c'est un réseau social où on partage des photos de vacances, des photos, enfin où effectivement on peut aller liker un certain nombre de choses, on peut suivre la presse, mais enfin c'est que ça reste un réseau amical. Comment est-ce qu'on peut expliquer que siphonner les données d'un réseau amical permette d'aller influer une élection dans un pays qui se déclare comme la plus grande démocratie au monde? Alors il y a un bouquin très intéressant, un roman d'un type qui s'appelle Mark Ellsberg, Zéro, dans lequel il décrit une start-up qui ressemble à s'y méprendre à un mélange de Google, Facebook, etc., qui vous file des applications, vous lui donnez votre data, y compris au travers de la montre connectée, y compris au travers de lunettes connectées, toute ressemblance avec des événements existants ou ayant existé serait fortuite ou involontaire, et il vous donne des applis en échange avec des conseils de vie, des conseils pour réussir dans les études, en amour, etc.
etc., qui sont bien évidemment alimentés par votre data. Sauf que ça va évidemment tourner mal à l'arrivée. Et ce qu'ils expliquaient, parce qu'à l'arrivée, le patron de la CIA, il essaye de se faire élire président des États-Unis grâce à ça, toute ressemblance, etc., etc. Et en fait, ce qu'ils expliquent, c'est que si les conseils de vie qu'on vous donne, c'est de vous habiller avec des jeans slim et avec des t-shirts Lacoste, et que vous vous rendez compte que le président qui va être élu, il a toujours des jeans slim et des t-shirts Lacoste, vous avez une faveur pour ce monsieur-là. Ce qui est certain, c'est que ce qui a été exploité là, c'est qu'on a envoyé à des gens, il suffit d'une douzaine de likes pour arriver à savoir à peu près pour qui j'aurais tendance à voter. Et le fonctionnement des réseaux sociaux et de Facebook en particulier est très tribal. Donc il suffit d'avoir une vision des gens avec qui je suis connecté et du nombre d'engagements que je produis pour être capable de savoir que si on m'envoie un message xénophobe par exemple, ou un message plutôt très à droite ou très à gauche, ou etc., j'aurais tendance à adhérer à ça. Et en plus, et 12 likes suffisent pour ça parce qu'en fait, apparemment une douzaine de likes suffit pour analyser le truc. C'est toujours pareil, hein, la data, il faut de la masse. Avec 87 millions de profils, j'ai suffisamment de masse pour dégager des tendances et envoyer les messages à qui je veux et segmenter des audiences. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'en Europe on est un petit peu plus protégé, ou du moins en France un petit peu plus protégé qu'ils ont pu l'être aux États-Unis du coup, puisque pour le coup c'est essentiellement des comptes américains aujourd'hui? Oui, parce que y a des choses qui ont été interdites très longtemps en France et qui pour l'instant, enfin en France et en Europe d'ailleurs, et qui pour l'instant sont toujours pas autorisées, qui consistent à croiser des données de magasins avec des données récoltées sur les réseaux sociaux, etc., qui étaient tout à fait autorisées aux États-Unis. Donc oui, pour l'instant on est plus protégé. On est plus protégé. À savoir de quelle manière ce sera respecté, et puis à savoir aussi que ça donne un avantage aux entreprises américaines qui peuvent se servir d'un certain nombre de données versus les entreprises françaises qui ne peuvent pas forcément les utiliser. Et donc du coup il y a un manque de compétitivité potentiellement. Ça peut limiter la compétitivité. Mais au moins les utilisateurs sont plus protégés. Absolument. À condition qu'ils se sentent aussi responsables. Hier j'ai discuté avec un développeur qui m'a dit « Moi j'interroge jamais avec du vocal parce que je sais qu'on envoie les formants de ma voix dans une base de données et ça veut dire que potentiellement dans un tas de conversations on pourrait reconnaître que là c'est moi qui parle. Et ça, je veux pas. Voilà. Mais parce qu'il est très geek, il le sait. Le commun des mortels n'a pas ce type de réaction. Donc, il ne faut pas devenir paranoïaque, mais il faut être conscient. Il faut savoir ce qu'il est capable de faire pour ensuite pouvoir adapter ses usages et potentiellement, du coup, faire attention à certaines pratiques. Merci beaucoup, Richard Strul. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur de Resoneo. Merci.